Münster et Osnabrück. C'est dans ces deux villes au cœur de l'Europe que s'est joué autrefois le sort du continent. La guerre de 30 ans faisait rage depuis 1618. L'heure était venue de mettre un terme à cet épisode sanglant. Münster et Osnabrück ont été le théâtre d'une expérience politique sans précédent, le premier congrès de la paix de l'histoire européenne. Les pourparlers ont duré 5 longues années, tandis que la guerre continuait de dérouler son cortège d'atrocités. La guerre s'est déplacée du champ de bataille à la scène diplomatique. Dans les dernières semaines du Congrès, l'ambiance était fiévreuse. C'était l'affolement. La pression est montée d'un cran. On voulait la paix à n'importe quel prix. Massacres, famine, peste et choléra. Pendant 30 ans, de 1618 à 1648, des chefs de guerre violents et des troupes de mercenaires en maraude ont dévasté la moitié de l'Europe. Un enfer sur terre pour les populations. C'est une guerre de religion qui oppose catholiques et protestants. Mais c'est aussi une lutte pour l'hégémonie en Europe. Toutes les grandes puissances de l'époque sont partie prenante. Cette première grande conflagration européenne va faire plus de 4 millions de victimes pour le seul territoire du Saint-Empire romain germanique. En 1618, le Saint-Empire romain germanique est constitué d'une myriade d'États dont certains sont catholiques et d'autres protestants. En mai de cette année-là, les protestants de Bohême se soulèvent. L'empereur catholique réprime la révolte. Ce sera le point de départ de la guerre. Les protestants reçoivent le soutien de la Suède, dont les troupes envahissent l'Empire. La France, bien que catholique, s'allie à la Suède. Elle cherche à se garantir de l'Espagne, gouvernée par la Maison d'Autriche et donc alliée du Saint-Empire. La quasi-totalité de l'Europe se retrouve ainsi impliquée dans le conflit. On parle généralement de la guerre de 30 ans comme d'un conflit européen. Mais en réalité, pour être tout à fait précis, il s'est déroulé uniquement sur le sol du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique regroupe des États sous l'autorité d'un souverain élu. Au moment où la guerre de 30 ans éclate, il compte environ 300 villes libres, évêchés et comtés. Les États de confessions différentes se livrent alors une guerre sans merci. De nombreuses tentatives de médiation entre les puissances rivales ont déjà échoué. Mais le poids des défaites et l'endettement croissant des belligérants changent la donne. L'heure des diplomates a sonné. Ces portraits sont le plus bel ornement de la salle de la paix, parce qu'ils ont été réalisés immédiatement après la signature du traité. Pour moi, c'est toujours très émouvant d'entrer dans la pièce et de voir les visages des plénipotentiaires. On a vraiment le sentiment d'être redevable à tous ces personnages. Quand je regarde autour de moi, je vois ici l'élite politique de l'époque. Il faut garder à l'esprit que ces hommes avaient tous une grande expérience et une immense culture politique. Les souverains ne négocient pas eux-mêmes. Ils envoient sur place des personnes de confiance, diplomates, juristes, hommes d'État. Ce sont un peu les oubliés de l'histoire. Le Valhalla, près de Ratisbonne. Cet imposant monument de style néo-dorique a été bâti en 1842 pour honorer la mémoire des grands personnages de l'histoire allemande.
Ferdinand Trautmannsdorf est un descendant du plénipotentiaire impérial. Diplomate lui-même, il a notamment été ambassadeur d'Autriche à Prague. Voilà des personnages très impressionnants. Nous cherchons une perruque bien précise. Ce n'est pas lui. Wallenstein, pauvre homme. Où est-il? Le voici. Max von Trautmannsdorf. Il n'y a pas de début officiel des pourparlers à Münster et Osnabrück. Personne ne sait alors comment conduire de telles négociations, comment établir qui doit parler à qui et quand. Les délégués arrivent peu à peu dans les deux villes et s'attachent surtout à faire forte impression. On a très peu de représentation de l'arrivée des délégations à Münster. Ce tableau est unique en son genre. On remarque la présence de nombreux laquais qui escortent le carrosse. Certains d'entre eux sont à cheval et ouvrent le convoi. On peut dire que c'est la représentation idéalisée de l'arrivée d'un plénipotentiaire dans une ville où vont avoir lieu les pourparlers de paix. La scène est un peu enjolivée avec une belle cité en toile de fond. Mais en réalité, dans cette ville, les émissaires en ont parlé et on le voit ici, il y avait des cochons partout. On sait que ces animaux erraient en liberté dans les rues qui étaient couvertes d'excréments. C'était le quotidien de l'époque. Tout le monde avait des porcs. Les villes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient très différentes de l'image qu'on en a aujourd'hui, avec des rues bien entretenues et de jolies places. Il y régnait par endroits une odeur pestilentielle. Pour la population de Münster, l'arrivée des diplomates est un événement. Les habitants forment une haie d'honneur dans les rues, jouent du fifre et du tambour. Ils crient depuis leurs fenêtres et admirent la magnificence des carrosses et des habits. Les délégations étaient toujours accueillies aux portes de la ville. Et plus on se portait au-devant d'elles, plus l'hôte était important. Cette idée de faire un pas vers l'autre est toujours la raison d'être de la diplomatie. Et l'expression se manifeste au sens propre dans cette tradition. En quelques mois, la population des deux villes double. Münster passe de 10 000 à 20 000 habitants. Les délégations étrangères attirent une foule de musiciens, jongleurs, marchands et prostituées. On vient de très loin dans l'espoir d'obtenir une place rémunérée auprès d'un diplomate. Il a fallu répartir les très nombreuses délégations à travers la ville en veillant à ce qu'elles soient logées de façon convenable. Il était extrêmement difficile de trouver des quartiers adéquats pour les émissaires. Münster est très mal pourvu de ce point de vue. Il n'y avait pas les résidences cossues qu'on pouvait trouver dans d'autres villes. La vie est devenue nettement plus chère, le prix des produits alimentaires a augmenté, mais en même temps, la ville a pris des airs de métropole. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour Münster. La délégation française voulait apparaître comme la plus distinguée de toutes, et pour ce faire, elle a joué sur la quantité, si on peut dire. Elle avait 40 cuisiniers, 80 gardes. Les représentants de l'empereur, qui étaient pourtant de rang supérieur, n'avaient rien de tel à lui opposer. Les États impériaux sont constitués de princes électeurs ecclésiastiques et laïcs, de seigneurs d'empire et de villes libres. Côté catholique, les représentants les plus importants sont les archevêques de Cologne, de Mayence et de Trèves, ainsi que le duc de Bavière. Côté protestant, ce sont les électeurs palatins de Saxe et de Brandebourg. Les protestants envoient leurs émissaires à Osnabrück et les catholiques à Münster. Les quelques 300 États impériaux ont droit de siège et de vote à la Diète de Ratisbonne. Un tiers d'entre eux prennent part aux négociations à Münster et à Osnabrück. Outre les clivages confessionnels, les différents groupes sont divisés en courants modérés et radicaux. Certains États sont alliés à la Suède, d'autres à la France.
Les gazettes et les feuilles volantes jouent désormais dans la diffusion de l'information le rôle dévolu autrefois aux baladins et aux pièces de théâtre populaires. Une portion de plus en plus importante de la population suit les derniers développements de la guerre et des négociations de paix. La pression exercée sur les émissaires s'accroît. Il faut mettre un terme aux hostilités. À Münster et à Osnabrück, on lit aussi les gazettes. Eh bien. Les États catholiques et protestants de l'Empire s'unissent donc pour former un troisième parti. Ce troisième parti est très intéressant. D'abord parce qu'il est transconfessionnel, mais aussi parce que, lors de cette dernière phase des négociations, il acquiert vraiment une position de force. Il est d'ailleurs étonnant que cette solution ne se soit pas imposée plus tôt. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et parvient jusqu'aux correspondants des gazettes installés à Münster et à Osnabrück. La naissance de ce troisième parti fait entrevoir quelque chose qu'on n'osait plus espérer, la paix. Les feuilles volantes et les gazettes réclament la fin de la guerre avec de plus en plus de force. Non. Le troisième parti contraint les émissaires des grandes puissances à se retrouver autour d'une table. Le mode de négociation change. On sépare les questions religieuses des questions politiques. Désormais, chaque point de litige doit être réglé avant de passer au suivant. Ce cheminement s'appuie sur les projets de paix rédigés par Trautmannsdorf. Ce troisième parti voulait la paix, et il l'a obtenue au prix d'une intensification des négociations. Ce nouveau mode de négociation permet aux plénipotentiaires de s'accorder sur un projet de traité. Messieurs, ceci est la dernière de nos propositions. Si l'empereur ne l'approuve pas, les États impériaux se dresseront contre lui et concluront alors une paix séparée. Il se trouverait donc dans un grand isolement. À présent, tout repose sur l'empereur. Le temps presse. Je promets de faire de mon mieux. Les archives nationales de Vienne ont prêté l'original du traité de paix au musée de Münster pour une exposition. On voudrait exposer cette page parce qu'elle porte la signature des principaux ministres plénipotentiaires, ceux de l'empereur et de la Suède. Je regarde encore une fois cette page, à cause des cachets. L'empereur et les États impériaux concluent avec la France et la Suède un traité qui tient compte de toutes les parties concernées. Il comprend plus de 300 paragraphes, dont chaque phrase a été l'objet d'âpres discussions. Et en plaçant toutes les confessions au même niveau, il fonde la paix religieuse. On voit très bien que cette guerre de 30 ans elle laisse un traumatisme pour les contemporains et que la paix de Westphalie est vraiment le barrage contre la barbarie. Ce que dit ce traité finalement, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes et les conflits religieux parce qu'ils sont insolubles. En revanche, les différentes confessions sont appelées à coexister. Et pour ce faire, il faut un cadre juridique et politique. C'est un constat qui pourrait encore s'appliquer aujourd'hui. On ne peut pas arbitrer les problèmes liés aux questions religieuses, mais on peut organiser la coexistence des religions sur les plans juridiques et politiques. La signature de la paix de Westphalie est annoncée le 24 octobre 1648. À Münster, la foule se masse devant la résidence princière, guettant l'arrivée des plénipotentiaires. Les traités de paix sont lus dans leur intégralité. Les émissaires les signent l'un après l'autre. La cérémonie dure des heures. À 21 h, les cloches des églises se mettent enfin à sonner. Les 70 canons des remparts tirent chacun 3 coups. La nouvelle se répand dans tout le pays. Le plus grand traité de paix de l'ère moderne vient de mettre fin à la guerre de 30 ans.